Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Billet, je suis le délégué général de France Innovation. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire intitulé IP Box, valoriser vos actifs de propriété intellectuelle, qui est animé par un de nos membres qui s'appelle Hemming. Donc, c'est Marianne et Frédéric qui auront la possibilité de présenter ce qu'est l'IP Box, donc au programme définition, qui peut en bénéficier, des exemples, des recommandations. Bien entendu, comme tous les formats de webinaire de France Innovation, il y a un volet questions-réponses. Particularité sur nos webinaires, par défaut, les webcams et les micros des participants sont coupés puisqu'on est très nombreux et on en est ravis. Vous avez la possibilité, bien entendu, de poser des questions, mais ça sera sous format écrit. Donc, vous avez un petit module sur le panneau de configuration de l'outil que nous utilisons. Vous pouvez, bien entendu, poser vos questions. On tâchera de répondre à l'intégralité des questions en fin de session. Si jamais, manque de temps, on n'y arrive pas, vous pourrez, bien entendu, consulter Marianne et Frédéric puisque les coordonnées des intervenants seront disponibles. Le webinaire est enregistré, vous aurez accès aux slides également. Tout ça vous sera envoyé normalement dans l'après-midi. Pas d'inquiétude si jamais il y a des choses qui ont pu louper. Quelques mots de présentation de France Innovation. Alors, France Innovation, c'est un réseau d'entreprises qui a volonté de faire bouger les lignes et d'inventer le monde de demain. C'est une association loi 1901, donc à but non lucratif, positionnement national, multifilière, multitechnologique. On fédère des entreprises innovantes, que ce soit des entreprises qui réalisent des travaux de recherche et développement technologique pour le compte de tiers, donc des entreprises qui font des travaux de la recherche industrielle pour le compte de start-up, PME, ETI, grands groupes, par exemple, voire organismes publics de recherche, des entreprises innovantes mais orientées B2B et industrie, donc ça c'est un point essentiel chez nous, et des entreprises du conseil et d'accompagnement à l'innovation, ce qui peut être le cas pour Hemming, en tout cas, sur le volet financement, propriété intellectuelle, stratégie, etc. Donc finalement, c'est un joli melting pot d'acteurs qui sont au service de la recherche, de l'innovation. Alors nos membres, aujourd'hui il y a à peu près 150 membres, nos services vont tourner autour de agir collectivement, donc c'est-à-dire que ça a double sens, on interface avec les pouvoirs publics, on interagit avec les pouvoirs publics lorsqu'on considère qu'il y a des grains de sable, donc pour modifier certains aspects. Il y a la volonté aussi de soutenir le business développement de nos membres, donc typiquement on a un magazine qui est là pour valoriser l'activité de nos membres. Il y a aussi les webinaires qui mettent en avant les compétences de nos membres. Il y a également un gros travail qui est fait de mise en relation entre des acteurs, entreprises qui sont à la recherche de compétences et nos membres. Donc, on fait à peu près 600 mises en relation par an. Il y a aussi tout le volet anticipation, d'information et de valorisation du savoir-faire. Tout ça est bien décrit sur notre site internet dans la rubrique Adhérer. Nous rejoindre nos membres, bien entendu, je ne vais pas les passer tous en revue. Sachez que chaque membre a sa fiche profil sur l'annuaire de notre site internet qui s'appelle Trouver une expertise, donc n'hésitez pas à consulter pour le portefeuille de membres. Pour nous rejoindre, tout se passe en ligne, c'est la rubrique adhérer. Vous avez bien entendu possibilité de nous contacter par mail. Vous avez mon numéro de portable, donc s'il y a des questions sur une adhésion ou que sais-je, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Quelques dates à retenir. 17 novembre, on y est, donc je ne rappelle pas le titre, animé par Hemming, et merci à eux pour leur intervention. 3 décembre, 2 webinaires, un le matin à 11 h, le deuxième à 14 h, un webinaire animé par IC Alps, technologie au service des capteurs intelligents, donc on parle vraiment de technologie. 3 décembre après-midi, non pas 14 h, mais 15 h, pardon, ou 15h30, à vérifier sur le site internet. Webinaire animé par ADEME Île-de-France sur le plan de relance, fonds et appel à projets en Île-de-France. Le 8 décembre, projet de stockage d'énergie, on va parler de batterie, d'hydrogène, animé par un membre qui s'appelle Naldeo Technologies. D'autres webinaires, même sur courant septembre, sont en phase de programmation et on est déjà au travail sur janvier-février puisque c'est quelque chose qui est très important pour nous, les webinaires. Et d'ailleurs, au cours de ce webinaire, nous sommes déjà à 9000 participants sur les 12 derniers mois, sur les 50 et quelques webinaires organisés. Donc merci à tous les participants et merci bien entendu aux participants du jour. Une autre date à retenir, pour ceux qui sont dans cette thématique, santé, cosmétique et agro, 10 décembre, France Innovation Meetings. Ce sont des rendez-vous d'affaires qui sont en visio totalement dématérialisés. Nous serons à la 3e édition. Et sur 2021, même chose, mais on va traiter d'autres thématiques, probablement des choses sur notamment énergie et environnement sont à l'étude, mais on vous en dira un peu plus en fin d'année ou début 2021. Nos coordonnées, LinkedIn, Twitter et l'adresse mail générique. Je passe de suite la parole à nos intervenants parce que vous êtes là pour ça et pour eux.
Merci Jérôme. Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour ce webinaire. Donc voilà, le sujet du jour, l'IP Box, ou comment valoriser vos actifs de propriété intellectuelle. Jérôme l'a précisé, nous serons deux, donc moi-même, Frédéric Piéguet, je suis expert en fiscalité de l'innovation. Je suis chez Ming depuis un peu plus de 10 ans, que je travaille sur les problématiques de crédit d'impôt recherche, de fiscalité de l'innovation au sens large. Et depuis 18 à 24 mois, je me suis emparé de ce sujet qu'est l'IP Box et qui nous concerne aujourd'hui. Et je serai accompagné de Marianne. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être aux côtés de Frédéric et de Jérôme pour vous présenter aujourd'hui l'IP Box. Alors, je suis experte fiscaliste, donc spécialisée en fiscalité de la recherche depuis 9 ans maintenant. Donc, j'accompagne les clients sur les problématiques fiscales en innovation. Et comme Frédéric, donc depuis quelques mois déjà, on accompagne aussi sur les sujets d'IP Box et de la mise en place de ce nouveau régime pour nos clients. Voilà. Merci Marianne. Rapide présentation du programme. On vous parlera bien entendu de cette loi de finances 2019 qui a instauré ce nouveau dispositif. Nouveau dispositif qu'on vous présentera dans les grandes lignes, que ce soit au niveau du champ d'application, du calcul de l'avantage fiscal ou des différentes obligations qui en découlent. On vous proposera une présentation en synthèse du dit dispositif et surtout un exemple de mise en application. Et on vous présentera de quelle manière, en tant que conseiller sur le sujet, nous pouvons vous accompagner. Pour ce début de présentation, je vais laisser la parole à Marianne. Oui, merci. Du coup, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec, dans un premier temps, un petit rappel pour vous expliquer ce qui a changé finalement avec la loi de finances pour 2019. Donc, jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 39 ter des sièges du Code général des impôts prévoyait que l'ensemble des revenus tirés de brevets ou d'actifs incorporels devait être imposé selon un taux réduit à 15% et sans conditions particulières. Cet ancien dispositif a été jugé dommageable par l'OCDE parce que trop avantageux et du coup a conduit à la modification de cet article via donc l'article 37 de la loi de finances pour 2019 qui est venu instituer donc ce nouveau dispositif d'IP Box qui va complètement remplacer l'ancien et qui prévoit cette fois-ci donc un taux d'imposition préférentiel de 10% pour les actifs qui vont être développés cette fois-ci à partir de travaux de R&D. Donc conditions nouvelles. Ce nouveau régime-là, il est codifié à l'article 238 du Code général des impôts et donc s'applique à compter du 1er janvier 2019. Si on avance, super, merci. Donc, ce qu'il faut retenir finalement de ce nouveau dispositif, c'est qu'il est ouvert à l'ensemble des sociétés industrielles, commerciales, agricoles, libérales, qui vont être soumises à l'impôt selon un régime réel d'imposition, et qui vont bien évidemment tirer des revenus d'actifs pour lesquels ces sociétés vont avoir engagé des travaux de recherche, des dépenses de R&D qui devront bien être supportées par la société française. Alors, même s'il s'agit clairement d'un dispositif fiscal aujourd'hui, il va quand même nécessiter une compétence scientifique certaine. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir identifier les dépenses de recherche. Alors, les dépenses de recherche, c'est bien les dépenses au sens du CIR, tel qu'on les connaît, du crédit impôt recherche. Donc, il va falloir identifier ces dépenses et valider finalement que l'actif correspond bien, répond bien aux critères établis donc par ce nouveau régime de faveur pour pouvoir bénéficier derrière du taux réduit sur les revenus tirés de ces actifs. En rentrant un petit peu plus dans le détail de ce nouveau dispositif, finalement,
Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il y a un champ d'application qui est élargi. Alors, on va toujours retrouver les brevets, les certificats d'obtention végétale, les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'INPI. Alors, pour ce sujet-là, on est toujours en attente des commentaires administratifs pour savoir un petit peu de quoi il retourne, mais on ne sait pas vraiment. Et les procédés de fabrication industrielle qui doivent être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet. Donc, tous les revenus tirés de ces actifs-là sont éligibles au dispositif. Et la grande nouveauté quand même de ce nouveau régime, c'est qu'il concerne également les revenus tirés des logiciels cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on entend par logiciel ? Les logiciels, c'est l'ensemble des instructions, programmes, procédés et règles qui vont être relatifs au fonctionnement d'un outil de traitement de l'information. Et en fait, pour que ce logiciel soit éligible au nouveau dispositif, il va falloir qu'il présente un caractère original. Ce caractère original, finalement, il va être facilement justifiable et démontrable grâce aux travaux de recherche et développement en fait, qui vont faire foi, qui vont caractériser cette originalité, cette nouveauté. Et alors, juste petit point particulier, dès lors que le logiciel a ce caractère original, il est automatiquement protégé par droit d'auteur, donc sans démarche particulière à effectuer pour le titulaire de ce logiciel. Voilà, donc tous les revenus tirés de ces logiciels à caractère original et protégés par droit d'auteur pourront bénéficier de ce régime de faveur. Les revenus, alors si on parle voilà, de quel type d'opérations vont être concernées par ce régime, c'est qu'il va s'appliquer donc à l'ensemble des opérations de cession, de concession ou de sous-concession. Juste un petit focus particulier sur les plus-values de cession. Il faudra respecter 2 critères cumulatifs, à savoir que l'actif incorporel devra être créé ou acquis à titre onéreux depuis au moins 2 ans, mais il faudra également démontrer qu'il n'y a pas de lien de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire pour pouvoir bénéficier de ce régime de faveur sur les plus-values de cession. Alors, l'option à ce dispositif, c'est une option qu'on appelle express. Donc, l'entreprise doit, lors de sa déclaration de résultat et à chaque exercice concerné, alors chaque exercice au titre desquels elle va tirer des revenus d'un ou de plusieurs actifs, il faudra qu'elle opte, voilà, chaque année, en remplissant une annexe qui va être facilement jointe en fait à sa déclaration de résultat, et elle va opter par actif et non pas de manière globale ou généralisée pour l'ensemble de ses revenus d'actifs. Non, il faudra bien que l'entreprise isole chacun de ses actifs éligibles et opte pour chacun de ses actifs. Si à un moment donné, l'entreprise cesse d'opter une année, par exemple, au dispositif pour un actif en particulier, elle va perdre définitivement le droit au régime de faveur, donc au taux préférentiel à 10%, seulement pour l'actif pour lequel elle a cessé d'opter. Cette absence d'option une année pour un actif ne vaut pas définitivement perte du taux préférentiel pour les autres actifs pour lesquels elle continue d'opter chaque année. Voilà. Alors, petit point, petit focus aussi particulier. Pardon Frédéric, je remonte juste. Ouais, merci. Aujourd'hui, normalement, la société qui décide d'opter à ce régime de faveur est censée le faire par actif et donc elle est censée normalement isoler chacun des revenus et chacune des dépenses de recherche associées à un actif en particulier. Si la société ne pouvait pas, était dans l'incapacité d'isoler soit les revenus, soit les dépenses de recherche associées à cet actif, elle pourrait opter au régime de faveur par ce qu'on appelle une famille d'actifs.
Par contre, il faudra pouvoir expliquer cette méthodologie à l'administration fiscale. Donc, encore une fois, expliquer qu'elle ne peut pas isoler ses revenus ou ses dépenses de R&D associées à l'actif. Et puis, à partir du moment où, normalement, elle opte soit par actif ou par famille d'actifs, il faut quand même essayer de conserver une cohérence dans la méthodologie chaque année d'option au régime de faveur. Voilà. Merci Frédéric, tu peux avancer. Et je te laisse la main. Merci Marianne. On va voir maintenant en détail les modalités de calcul de cet avantage fiscal. Le calcul va se faire en deux temps. Tout d'abord, comme l'a précisé Marianne, la société devra être en mesure d'isoler les revenus qui sont liés à la concession des actifs. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un logiciel, si on a un contrat global qui prévoit à la fois la vente d'une licence, de la formation, de la maintenance, éventuellement du service associé, les revenus qui pourront entrer dans le calcul de cet avantage fiscal sont uniquement les revenus liés à la vente de la licence en question. Une fois que la société donc, a isolé ses revenus pour chacun des actifs, elle va, pour chaque actif, réaliser ce calcul en deux temps. Elle va tout d'abord venir minorer ses revenus à partir des dépenses de R&D engagées sur l'année pour l'actif en question. C'est-à-dire que, si je reprends mon exemple du logiciel de tout à l'heure, si la société continue d'engager de la recherche, soit pour faire évoluer, par exemple, pour faire évoluer l'actif, ces dépenses devront venir se soustraire des revenus. Ce qu'on entend par dépenses de R&D, ce sont les dépenses liées aux travaux de R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Au niveau des dépenses, le périmètre n'est pas tout à fait le même, mais si on a une vision des dépenses de R&D au sens du CIR, c'est quand même assez proche de ce qui est éligible ici. Ce seront donc les dépenses de personnel, la sous-traitance ou également tout ce qui va être pour les brevets, notamment les frais de prise et maintenance de brevets. Une fois qu'on a soustrait ces dépenses de R&D au revenu brut, nous arrivons aux revenus nets qui sont ici. Revenus nets auxquels vont être appliqués le ratio Nexus, qui est un peu la clé angulaire de ce nouveau dispositif. Pour le calcul du ratio Nexus, on va cette fois prendre en considération l'ensemble des dépenses de R&D qui ont été engagées depuis le premier jour où il y a eu de la R&D pour le développement de l'actif en question. On va donc faire le rapport entre, au numérateur, les dépenses de R&D qui sont réalisées directement par l'entreprise ou qui seraient éventuellement externalisées auprès d'entreprises non liées. Ce numérateur peut être, sous certaines conditions, majoré de 130%. Et au dénominateur, ça va donc être notre numérateur plus les dépenses qui sont externalisées auprès d'entreprises liées et éventuellement des coûts d'acquisition de l'actif. Ce ratio Nexus va venir nous partager les revenus nets en une part de revenus nets qui va être imposée au taux préférentiel de 10%, en une part de revenus nets qui va être imposée au taux classique de 28 ou 31% par exemple. Pour faire simple, si notre ratio Nexus est de 0,8 par exemple, ça voudra dire que 80% des revenus nets vont être imposés à 10% et les 20% restants seront imposés au taux classique. On verra dans la suite de notre présentation un exemple d'application où on reprendra pas à pas ce calcul du résultat net et de détermination du ratio Nexus et in fine donc de l'avantage fiscal pour une société. Je te repasse la main, Marianne, pour la suite. Frédéric. Alors, si on fait un focus particulier maintenant sur la spécificité des groupes fiscalement intégrés, en fait, le calcul sera le même, celui qui vous a été présenté par Frédéric à l'instant. Simplement, il va être consolidé au niveau de la société mère, comme on a l'habitude de le faire, même de l'observer quand on parle de crédit d'impôt recherche. L'ensemble des CIR, des FI, du groupe remonte au niveau de la société mère et on consolide tout, on agrège tout au niveau de la tête d'intégration. C'est exactement le même procédé pour ce calcul pour le régime de l'IP Box. Simplement,
il y a une petite spécificité quand même qu'il faudra retenir, c'est que l'ensemble des revenus vont quand même devoir être individualisés par société. Cette individualisation, elle est demandée dans le feuillet fiscal groupe à remplir par la tête d'intégration, parce que finalement, il faut indiquer le SIREN de la ou des sociétés qui perçoivent des revenus pour chacun des actifs pour lesquels le groupe opte au régime de faveur. Dernier point sur l'opérationnel, c'est un petit focus cette fois-ci sur la documentation justificative, parce qu'il faut retenir que dès lors qu'une entreprise opte à ce régime de faveur, elle doit être à tout moment en capacité de fournir à l'administration fiscale l'ensemble des justificatifs qui lui ont permis de calculer ce résultat net qui vous a été présenté par Frédéric et qui va être soumis au taux préférentiel pour chaque actif ou famille d'actifs. En fait, c'est une documentation justificative, pareil, si je fais le rapprochement avec le CIR, qu'on connaît bien, et qui va se formaliser de la manière suivante. Donc, on va retrouver une description générale des activités de recherche et développement de l'entreprise, la liste et la description détaillée de l'ensemble des actifs pour lesquels la société opte au dispositif. Il va y avoir donc la présentation du ratio Nexus et de tout son suivi pour chacune des catégories déclarées. On aura donc évidemment la détermination des résultats nets qui vont, eux, être imposables au taux réduit, donc à 10%. Et puis enfin, pour finir, la présentation et la justification de la méthode de répartition des dépenses retenues pour tout ce calcul. Frédéric, je te laisse poursuivre avec une petite synthèse et un exemple. Merci Marianne. Effectivement, si on veut avoir une vision un peu synthétique de ce dispositif, la première étape, si on peut dire indispensable, même si elle n'est pas vraiment liée au dispositif en lui-même, c'est que la société engage des travaux de R&D et que ces travaux de R&D donnent lieu à la création d'actifs de pays. Actifs de pays qui vont générer par la suite des revenus que la société sera en mesure d'identifier pour chacun d'entre eux. Elle devra également être en mesure d'identifier ses dépenses de recherche qui sont en lien avec ces différents actifs et du coup d'être en mesure d'allouer pour chaque actif les dépenses de R&D. L'allocation de ces dépenses de R&D sera aussi bien pour la première étape du calcul, le calcul du résultat net, mais surtout pour le calcul de ce fameux ratio Nexus. Une fois ce calcul du ratio Nexus et ce résultat net fait pour chaque actif, elle va être en mesure de déterminer son avantage fiscal et du coup d'opter, de déclarer cet avantage fiscal auprès de l'administration par l'intermédiaire du feuillet spécial qui est adossé à l'alias fiscal. On vous l'indiquait, on vous propose ici un exemple chiffré qui on l'espère, vous permettra de bien comprendre le mécanisme de ce dispositif. La première étape, on l'a indiqué, c'est que la société engage bien des travaux de recherche. Dans notre exemple, la société a engagé des travaux de R&D qui ont donné lieu au développement de plusieurs actifs de pays. Dans notre exemple, on va supposer que la société a développé et déposé 5 brevets. Un brevet qui est, on va dire, indépendant. 4 brevets qui sont liés les uns aux autres puisqu'ils concourent au développement d'un produit unique qu'on va appeler notre produit B. Et enfin, la société développe également un logiciel qu'elle vend via licence. Au cours de l'année 2020, la société identifie les différents revenus qu'elle a perçus pour ces différents actifs. Tout d'abord, pour le brevet A, elle perçoit 1,55 million de revenus, 8,65 millions pour le produit B et enfin 700 000 € pour le logiciel C.
Elle a identifié au cours de l'année 2020 ses dépenses de recherche qu'elle a engagées, et une partie de ces dépenses de recherche se rapporte bien à ses actifs. Pour le brevet A, il s'agit uniquement de frais de prise et maintenance de brevet. Pour le produit B, la société continue d'engager des dépenses de R&D pour faire évoluer son produit. Ces dépenses se composent à la fois de dépenses de personnel, donc des jours hommes en interne, de la sous-traitance et de frais de prise et maintenance de brevet, pour un total de 650 000 euros. S'agissant du logiciel C, là encore, la société continue d'engager de la recherche pour faire évoluer son logiciel. Cette fois, les revenus pour chacun des actifs sont les suivants. Revenus nets pour le brevet A, 1,5 million d'euros, 8 millions pour le produit B et 500 000 euros pour le logiciel C. On l'a indiqué tout à l'heure, une fois qu'elle a identifié ses revenus nets, elle va être en capacité, enfin plutôt elle va devoir calculer pour chacun des actifs ou famille d'actifs le ratio Nexus. Pour cela, elle va devoir identifier les dépenses de R&D engagées en 2020, également les dépenses de R&D antérieures. On a listé ici, pour un exemple, pour chacun des actifs ou familles d'actifs, les dépenses de R&D qui avaient été engagées pour le développement des actifs. Pour le brevet, on a à la fois des dépenses de personnel et des frais de prise et de maintenance de brevet, un peu également de sous-traitance, mais auprès d'entités sans lien de dépendance avec notre société. Pour le produit B, on a également des dépenses de personnel, des frais de prise et maintenance de brevet, et de la sous-traitance, cette fois à la fois de la sous-traitance auprès de tiers et de la sous-traitance auprès de structures qui ont des liens de dépendance avec notre société. Donc pour 1 million d'euros pour cette dernière situation. Logiciel C, plusieurs types de dépenses internes, des jours hommes, de la sous-traitance avec lien de dépendance et sans lien de dépendance. Pour mémoire, notre ratio Nexus se compose au numérateur des dépenses de R&D réalisées par l'entreprise ou externalisées auprès d'entreprises non liées, et au dénominateur des mêmes dépenses que le numérateur, plus les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées. On n'aura pas ici dans cet exemple de coût d'acquisition de l'actif. Pour le brevet A, notre numérateur et notre dénominateur sont égaux puisqu'il n'y a pas de sous-traitance auprès d'entreprises avec lien de dépendance. On aura donc pour cet actif A un ratio Nexus égal à 1. Pour le produit B, on a cette fois un nombre important de dépenses qui sont engagées auprès de sociétés qui ont des liens de dépendance avec notre entreprise. Donc, ces dépenses, à savoir ce million d'euros, ne sera inscrire qu'au dénominateur. Donc, il va venir un peu minorer finalement ce ratio Nexus. Et on a donc la possibilité d'avoir une majoration du numérateur dans cette situation. Donc, notre calcul du ratio Nexus pour ce produit B, ce seront donc au numérateur les dépenses de personnel, les frais de prise et maintenance de brevet et la sous-traitance sans lien de dépendance. Et donc au dénominateur, ce même numérateur plus les dépenses externalisées auprès d'entreprises avec lien de dépendance. Cette majoration de 130%, dans tous les cas, ne doit pas conduire à un ratio Nexus supérieur à 1, ce qui n'aurait pas de sens pour ce dispositif. En réalisant ce calcul, on trouve donc un ratio Nexus égal à 0,65 pour ce produit B. Et de la même manière, notre logiciel C, comme le produit B, avait fait l'objet de sous-traitance auprès d'entreprises avec lien de dépendance. Et on arrive à un ratio Nexus de 0,8 pour ce logiciel C. Une fois ce ratio Nexus déterminé et nos revenus nets identifiés, on va être finalement en capacité d'identifier et de calculer notre avantage fiscal.
Je l'ai indiqué tout à l'heure, le ratio Nexus sert à quoi? Le ratio Nexus sert à déterminer la part des revenus nets qui va être imposée au taux préférentiel ici de 10%, de la part des revenus nets qui va être imposée au taux classique. Dans notre exemple, le ratio Nexus étant de 1 pour le brevet A, et ben la totalité des revenus liés au brevet A sera imposée au taux préférentiel de 10%. Le produit B, lui, va être imposé pour partie au taux préférentiel de 10% à hauteur de 65%, et les 35% restants seront imposés au taux classique. Même raisonnement pour le logiciel C, le ratio Nexus est de 0,8. On a donc 80% des 500 000 euros qui seront imposés au taux préférentiel de 10% et 20% des 500 000 euros qui seront imposés au taux classique. Si on reprend sur notre exemple, quel serait le gain net d'impôt en faisant une supposition qu'on est sur une totalité d'imposition sur la tranche à 31%, et ben le gain net dans notre exemple serait d'environ 1,5 million d'euros, puisque notre impôt avant option dispositif serait d'environ 3,1 millions pour les revenus en question, et ne serait plus que de 1,61 million d'euros après option dispositif, qui est donc la combinaison de l'imposition à 10% et du reste d'imposition au taux classique pour le produit B et pour le logiciel C. On voit que dans cet exemple, la société aurait tout intérêt, bien entendu, à opter au dispositif pour l'ensemble des actifs A, B et C qui ont été identifiés. On va voir maintenant de quelle manière, en tant que conseil, nous proposons un accompagnement sur ce dispositif. Nous avons construit un accompagnement qui est vraiment tout au long de la vie du dispositif, c'est-à-dire nous sommes en mesure de vous aider à identifier les revenus éligibles, à la fois quels sont les actifs finalement qui sont éligibles, mais également à identifier peut-être parmi une masse de revenus globalisés, les revenus qui sont vraiment liés à la concession de l'actif en question. On vous propose également des regroupements par famille d'actifs, si cela a un sens par rapport à votre organisation, que ce soit au niveau de l'identification des revenus, de vos dépenses ou par rapport à la manière dont vous vendez vos actifs. Une identification des dépenses qui sont éligibles en année N pour le calcul du revenu net, mais également des dépenses de R&D qui ont pu être engagées au cours des années antérieures pour le calcul du ratio Nexus. Ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire pour nos missions crédit d'impôt recherche. Le calcul de l'avantage fiscal qui est issu de ce nouveau dispositif avec des propositions de scénarios, puisqu'on l'a indiqué ici, on peut avoir plusieurs situations au niveau de l'identification des revenus et des regroupements par famille d'actifs, donc des propositions de différents scénarios auxquels vous pouvez choisir d'opter. Une proposition également sur la rédaction de la documentation justificative qui est à tenir à disposition de l'administration fiscale. Et bien entendu, un audit de vos process, de votre manière de fonctionner en interne pour vous aider à vous structurer, à la fois pour faciliter la mise en place de ce régime, mais également pour le sécuriser en cas de contrôle fiscal. Et notre accompagnement porte également sur la partie contrôle fiscal par la suite, si jamais vous deviez avoir des questions de l'administration fiscale pour l'option à ce dispositif. On espère que ce webinaire vous a permis d'y voir plus clair sur ce nouveau dispositif de l'IP Box. On se tient maintenant à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions que ce webinaire aurait pu déclencher chez vous. On vous remercie. Merci beaucoup, Marianne, Frédéric. Alors, effectivement, il y a des premières questions. Est-ce que les revenus se limitent à la vente du produit ou est-il possible d'intégrer aussi les revenus liés aux prestations associées, par exemple formation, développement spécifique, etc. Je prends la réponse, Marianne, là tout convient. Non, il s'agit bien uniquement des revenus liés à la cession ou à la concession de l'actif. C'est-à-dire que
Comme je l'ai précisé tout à l'heure, on constate souvent lors de la vente de licences logicielles que les contrats prévoient par ailleurs de la formation, de la maintenance ou également du service. Il faudra bien être en mesure d'isoler ces revenus et de ne prendre en compte que les revenus liés à la concession de la licence en question. Merci. Vous évoquez le crédit impôt recherche pour preuve de R&D. Le crédit impôt innovation, donc C2I, hein, est-il valable aussi? Le dispositif fait bien mention des dépenses de travaux de R&D au sens du crédit d'impôt recherche, excluant donc les projets ou actifs qui n'auraient fait l'objet que de travaux d'innovation. Donc on est bien sur un périmètre crédit impôt recherche uniquement, dépenses de recherche uniquement. Merci. Les exemples donnés ont plutôt tendance à majorer l'assiette imposable vu qu'on ne prend pas en compte les frais généraux et coûts de commercialisation. Est-on sûr qu'on ne va pas au final payer plus d'impôts? Alors, je ne suis pas sûr de forcément comprendre la question, parce que du coup, Je propose dans ce cas-là, si la personne qui a posé la question peut la spécifier, on reviendra de suite dessus dans un second temps. Peut-on récupérer du crédit impôt recherche sur un actif pays qui dégage des revenus? Alors, les deux dispositifs sont effectivement cumulables. Le dispositif de l'IP Box vise à obtenir une réduction d'impôt, ou plutôt une imposition à taux préférentiel sur des revenus liés à la concession de l'actif. Et vous pouvez par ailleurs continuer à bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses que vous engagez chaque année, au titre des dépenses de recherche que vous engagez chaque année, qu'elles sont en lien avec ces actifs ou non. Mais en tout cas, les deux dispositifs sont bien cumulables. Merci. Pour les brevets, comment cela se passe dans les pays où il n'y a pas, de chiffre d'affaires? Où il n'y en a pas, pardon. Pour les brevets, comment cela se passe dans les pays où il n'y en a pas, mais où il y a du chiffre d'affaires? Alors, je suppose qu'on indique qu'il y a des revenus liés à la concession du coup de brevets qui sont détenus par une structure française, mais pour lesquels la protection n'est pas forcément en place dans les pays en question. Pour nous, notre compréhension des textes il n'y a pas de point bloquant par rapport à ça, dans le sens où les brevets enfin, il y a bien une concession de droit sur des brevets qui ont été déposés, qui sont possédés par une société française. J'espère avoir été. Et pour laquelle cette société a bien engagé en propre les dépenses de R&D. Finalement, c'est ça aussi qui est à retenir. On va rester sur la notion de titre de brevet. Que se passe-t-il si le brevet n'est pas délivré suite à un examen, par exemple en Europe? Et du coup, on suppose que dans cet exemple, il ne serait pas non plus délivré en France. Dans ce cas-là, on n'aura pas d'actif de pays au sens du dispositif. Il faut bien qu'il y ait un brevet qui soit possédé et dont les droits sont concédés par une licence. Merci. Donc il y a une précision sur la question méritée. Donc la précision, c'est en limitant les charges aux travaux de R&D, on va donc très fortement majorer l'assiette imposable, vu qu'on va exclure les autres postes de dépenses, frais généraux, marketing, etc. Alors, ces dépenses-là restent déductibles de vos autres revenus. Là, on parle, la déduction de ces revenus est un calcul en fait extra-comptable. Les revenus qui sont imposables à ce taux préférentiel sortent de vos revenus imposables au taux classique. Donc, le fait de venir déduire des dépenses de R&D, uniquement les dépenses de R&D, ne va pas non conduire à la majoration de l'assiette de revenus. Ce qu'on peut peut-être proposer à la personne en question, c'est de
revenir vers nous pour qu'on ait peut-être un échange plus complet sur sa situation spécifique, parce que je pense qu'elle a en tête une situation spécifique et qu'on étudie avec elle cette situation. Très bien. Une autre question. L'ancien régime pouvait s'appliquer peu importe la licence de travaux de R&D. Comment se fait-il que ce nouveau dispositif soit désormais lié aux travaux éligibles au crédit impôt recherche? Les travaux de R&D ne peuvent-ils pas s'entendre comme seulement les travaux de développement des actifs? C'est donc du coup, sous recommandation de l'OCDE que le législateur a entendu modifier ce dispositif et l'a conditionné aux seuls actifs développés à partir de travaux de recherche. Donc non, on ne peut pas malheureusement se contenter des travaux de développement classiques. Il faut que ce soit des travaux de R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Très bien. Alors, j'ai un doute parce que normalement, je supprime les questions une fois qu'elles ont été traitées. J'ai un doute sur celle-ci, donc il faudra m'arrêter si jamais elle a déjà été posée. Peut-on protéger un algorithme? Un algorithme spécifique peut-il être intégré dans le dispositif? Alors, peut-on protéger un algorithme? Du coup, ça sort de notre champ de compétences. Il faut plutôt interroger les conseils en propriété intellectuelle sur ce sujet. À ma connaissance, il me semble que oui, c'est possible, mais je préfère ne pas m'engager là-dessus. Est-ce qu'un algorithme pourrait être visé par ce dispositif? Si c'est un algorithme qui est vendu via une licence logicielle, oui. Un algorithme seul me semble un peu plus délicat. Très bien. Alors, il y a une information comme quoi l'algorithme, a priori, ne serait pas brevetable. Voilà, à vérifier. Alors, hop, je remonte. Bonjour. Dans le calcul, vous prenez l'ensemble des dépenses de personnel pour le logiciel C, alors qu'il n'y a que 200 000 euros de dépenses de R&D, donc les dépenses de R&D éligibles au CIR ne servent qu'à justifier la création originale. Point d'interrogation. Alors, Je la répète. je veux bien, pour être sûr de comprendre l'enchaînement entre l'exemple et de manière générale. Alors, dans le calcul, vous prenez l'ensemble des dépenses de personnel pour le logiciel C, alors qu'il n'y a que 200 000 euros de dépenses de R&D. Donc, les dépenses R&D éligibles au CIR ne servent qu'à justifier de la création originale. Point d'interrogation. Je vais essayer de répondre en deux temps en espérant avoir bien compris la question. Effectivement, dans l'exemple, on prend 200, on soustrait l'ensemble des dépenses de personnel puisqu'on a considéré que les dépenses qui étaient indiquées dans l'exemple n'étaient que des dépenses de recherche. On n'est pas parti du principe qu'il pouvait y avoir d'autres dépenses, ce qui peut être bien entendu le cas, mais en tout cas, les données chiffrées qu'on a mentionnées dans l'exemple ne représentaient que les dépenses de R&D en R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Quand on a indiqué que les dépenses de R&D permettaient de caractériser l'élément original, c'est vrai, puisque le dispositif précise qu'il faut que le logiciel ait un caractère original, et le fait d'avoir engagé la recherche permet de caractériser cet élément original. Pour autant, les mêmes règles s'appliquent à tous les actifs, que ce soit des logiciels ou des brevets, c'est-à-dire que ces dépenses de R&D doivent par ailleurs être déduites des revenus nets et doivent entrer dans le calcul du ratio Nexus. Donc, mais effectivement, elles servent aussi à caractériser l'aspect original du logiciel. Très bien. Alors, j'ai une question. Alors, quand j'ai des questions qui arrivent de façon assez massive, donc je vais essayer d'en regrouper certaines. Question concernant les dépenses à déduire. Lors de la première année de mise en place de l'option, devons-nous déduire uniquement les dépenses de l'année concernée ou devons-nous inclure des dépenses antérieures? Il y a effectivement un phénomène de recapture qui a été proposé par le législateur.
la première année d'option au dispositif ne nécessite pas cette recapture. Il y a par contre, si vous avez déjà opté pour d'autres actifs et qu'il y a éventuellement des regroupements d'actifs et que vous étendez ce périmètre sur les années ultérieures, ce phénomène de recapture doit être étudié de manière attentive. Donc, il pourrait y avoir on va dire, un élargissement des dépenses à déduire en fonction des situations. Un élargissement aux années antérieures, pardon. Très bien. Alors, il y avait une précision qui avait été apportée à une question. Le cas d'une entreprise qui développe en continu un logiciel, mais finalement la part de R&D, alors il y a une part de R&D puisqu'elle est R&D, mais elle est finalement faible par rapport à l'ensemble des dépenses de développement. Ils estiment a priori à 20%. Mais cela ne retire pas le caractère original du logiciel au sens de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est finalement c'était un point, vous avez répondu déjà, donc c'est pas forcément de rebondir, mais je précisais la question qui avait été formulée initialement. Une autre question, si le logiciel a donné lieu à des dépenses de R&D éligibles au crédit impôt recherche, est-on sûr que le logiciel est original au sens de l'IP Box? Oui, effectivement, c'est le fait qu'il y ait des travaux de R&D permet de justifier ce caractère original. Très bien. Alors, Ce qu'on d'autres entend par questions? original, pardon, peut-être pour préciser, Oui, il est le résultat d'un processus créatif qui est propre à l'entreprise. Et le fait d'avoir du coup des travaux de R&D permet de justifier ce processus créatif. alors d'autres questions. Comme pour le crédit impôt recherche, un agrément est-il nécessaire pour la sous-traitance? Alors non, pas besoin. Contrairement au CIR, on n'a pas de limitation sur les dépenses de sous-traitance qui sont à prendre en compte dans le dispositif de l'IP Box. Est-il possible de faire une déclaration rectificative? Alors ça a été évoqué, mais peut-être qu'on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'on peut faire de la rectification, par exemple au titre de l'exercice 2019? Alors oui, aujourd'hui, si on a dépassé les délais légaux pour opter au dispositif, on peut tout à fait imaginer, donc déposer une déclaration rectificative. Le texte, l'article 238 du Code général des impôts ne prévoit pas expressément que si on a oublié d'opter une année dans les délais impartis, que ça entraîne automatiquement la déchéance de la faculté d'exercer l'option. Donc à ce titre, nous, on conclut que c'est bon pour une déclaration rectificative. Très bien. On a une question, alors ça c'est quelque chose qui revient assez souvent, alors pas spécifiquement à l'IP Box, sur la documentation qui est nécessaire dans le cadre de la justification du crédit impôt recherche. Qu'en est-il pour l'IP Box finalement? Est-ce qu'on rentre dans la même cheminement documentaire et son caractère obligatoire est-il réel? Alors oui, donc effectivement, donc, je disais tout à l'heure que dès lors que la société optait à ce régime de faveur, elle devait à tout moment pouvoir justifier auprès de l'administration donc ses calculs finalement. Et il faut savoir que donc c'est bien une documentation justificative obligatoire et que si la société n'est pas en mesure de justifier, on peut potentiellement appliquer, enfin l'administration peut potentiellement appliquer une amende. Donc une amende qui sera en fait égale à 5% du montant du résultat net, qui lui sera soumis au régime auto-préférentiel de 10%. Donc oui, prévoyez bien de la documentation justificative. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Je pense qu'on a purgé l'intégralité des questions. Alors, il y avait des commentaires sur la profitabilité finalement côté logiciel. Donc, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Est-il possible de justifier du caractère original d'un logiciel sans dépense de R&D? Car beaucoup de logiciels développés sont originaux au sens de l'API, sans pour autant que des dépenses de R&D ne soient engagées. Alors non, il faudra absolument quand même répondre aux critères de travaux de R&D au sens du crédit impôt recherche tel qu'on les connaît. Si je peux me permettre de compléter,
effectivement, les dépenses de R&D ne sont pas indispensables pour justifier du caractère original d'un logiciel. En revanche, pour ce dispositif en particulier, les dépenses l'existence de travaux de R&D est bien indispensable. Très bien. Écoutez, je crois qu'on arrive en fin de session. De toute manière, sauf erreur de ma part, Marianne, Frédéric, vos critères. Ah bah non, ça arrive hein, encore. Donc je ne suis pas en train de clôturer. Dans quel cas nous aurons plutôt intérêt à ne pas prendre ce dispositif en compte? Je vous avoue que si vous remplissez les critères, je ne vois pas pourquoi vous n'opteriez pas à ce dispositif, parce que du coup, on a quand même un gain net d'impôt qui est assez important. Enfin, si on compare les taux d'imposition entre 31 et 10%, je pense que le choix est assez rapide, il me semble. Très bien. J'ose pas conclure en fait, vous voyez. Donc je vais prendre une question qui avait déjà été un peu formulée, mais pour revenir dessus, parce qu'en fait il y avait plusieurs questions dans le même sens. C'était quand on tombe par logiciel protégé par droit d'auteur, est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire? Alors ça a été dit en filigrane à un certain moment, mais peut-être que pour revenir dessus, ça peut être intéressant. Alors non, il n'y a pas de démarche particulière pour que le logiciel soit protégé par droit d'auteur dès lors que le caractère original du logiciel est démontré. Parfait. Donc, comme le disait Frédéric tout à l'heure, c'est ça, on en revient toujours à la même chose, à cette démarche créative, à ce processus créatif qui doit être justifié. Alors, que se passe-t-il si le revenu net calculé est négatif? Deux possibilités. Soit si vous n'avez pas encore opté au dispositif, de ne pas forcément y opter, parce que du coup on n'aura pas d'avantage fiscal. Si vous avez déjà opté, comme l'a dit Marianne, vous ne pouvez pas sortir au risque de perdre définitivement le bénéfice pour l'actif en question. Et dans ce cas-là, ce revenu net négatif sera à reporter l'année suivante. Très bien. Peut-on refaire nos contrats s'ils ne mentionnent pas la part de formation? Alors, refaire les contrats, en tout cas modifier les contrats effectivement pour l'avenir, oui. Et puis après, être en mesure d'identifier la part des revenus liés à la formation. Les textes proposent plusieurs approches pour isoler les revenus, et donc c'est un travail qu'on propose de venir parmi une masse globalisée de revenus, de venir identifier les seuls revenus qui seraient éligibles. Donc ça, c'est pour le passé. Et pour l'avenir, effectivement, pensez dans vos contrats, préciser la part du contrat qui est liée à la formation, de la part des revenus qui seraient liés à la vente de licence, par exemple. Merci. Alors là, il n'y a pas d'autres questions. Au moment donné, il faut bien que je clôture, qu'on détermine la clôture. Si vous avez d'autres questions, de toute manière, vous avez les coordonnées de Marianne et Frédéric, donc n'hésitez pas à les solliciter. Je pense qu'ils seront ravis d'y répondre et d'étudier peut-être vos cas plus singuliers, plus spécifiques. Côté France Innovation, sachez qu'on est ravis d'accueillir de nouveaux membres. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'association, n'hésitez pas. Je serai votre point de contact. Par ailleurs, il y a d'autres webinaires, on l'a évoqué en introduction, donc n'hésitez pas à consulter régulièrement le site internet ou à être sur notre liste de diffusion. Et puis, je laisse le mot de la fin à Marianne et Frédéric, que je remercie, bien entendu, pour la qualité de leur intervention. Merci à vous et je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Voilà, ça a été un plaisir de présenter ce nouveau régime en espérant que vous ayez répondu à vos questions, que vous avez défriché un petit peu le terrain. Et puis bien évidemment, on reste à votre disposition voilà, pour aller plus dans le détail. Ce sera avec grand plaisir. Merci Jérôme et France Innovation pour l'organisation, et merci à tous les participants pour votre écoute.
Merci, à très bientôt et puis bientôt bon appétit. Au revoir. Au revoir.